Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces deux substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit, mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner, le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter.
C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser. Et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination. Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire. À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A, et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs, mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial ou même une personne peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies.
Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ? Tu planes à environ 30 km au-dessus de la surface de la Terre et tu profites de la meilleure vue de notre planète. Waouh, une pluie d'étoiles filantes. Fais un vœu. Et ce point lumineux qui se déplace très vite, c'est la Station Spatiale Internationale. Et puis, le serveur t'apporte une boisson. Attends, pourquoi y a-t-il un serveur ? Eh bien, c'est juste que tu es dans un vaisseau spatial touristique. Et très bientôt, tout le monde pourra s'envoler dans l'espace à bord de ballons géants. Voici le Neptune. C'est une capsule ronde avec des fenêtres panoramiques et une vue à 360 degrés. Elle peut embarquer 9 personnes dans des sièges confortables, dont 8 passagers et un pilote. Elle possède aussi des toilettes sous le pont. Comme le disent les fabricants, ce sont les toilettes avec la meilleure vue de l'univers. Il y a aussi un compartiment à bagages pour les outils et le matériel scientifique dans le toit de la capsule. Une connexion Wi-Fi permet même le streaming en direct. Et il y a un bar avec des rafraîchissements. Space Perspective, les créateurs de Neptune, prévoient de vendre les billets aux premiers passagers à partir de 150 000 $. Et il n'y a pas de moteur de fusée. Ce truc va s'élever grâce à un ballon géant de la taille d'un terrain de football. Allons sur la rampe de lancement. Les passagers entrent dans la capsule. Les ingénieurs remplissent le ballon d'hydrogène. Ce gaz est plus léger que l'air, si bien que le ballon commence à décoller. Lorsque la poussée devient suffisante, la capsule avec les passagers décolle de la rampe de lancement. Le voyage commence. La capsule et le ballon s'élèvent dans les airs à une vitesse de 19 km/h. C'est 2 fois plus lent que la vitesse de course d'un humain et 2000 fois plus lent que le décollage d'une fusée classique. Tu ne subiras donc pas de surcharge, de vibrations ou de bruit fort comme avec une fusée classique. Tu es déjà à 13 716 mètres d'altitude, c'est presque la moitié du chemin, et c'est là que volent les avions de ligne. C'est la limite où la météo cesse d'exister. Pas de nuages, pas de courants aériens ni de turbulences. Mais pas d'oxygène non plus. Tu aurais besoin d'une bouteille d'oxygène pour respirer ici, mais la capsule de Neptune est étanche à l'air. Alors tu continues à grimper. Tu remarques aussi que le ballon a beaucoup grossi. C'est parce qu'il a été rempli d'hydrogène à l'altitude 0. L'hydrogène exerçait une pression sur le ballon de l'intérieur, mais l'air de l'atmosphère exerçait une pression sur le ballon de l'extérieur. Mais plus tu montes en altitude, moins il y a d'air. L'hydrogène continue de pressuriser le ballon de l'intérieur, mais maintenant, rien ne l'empêche de se dilater. Le ballon doit donc être fabriqué dans un matériau très dense qui peut s'étirer. L'humanité lance sans cesse de tels ballons avec des sondes météorologiques. Ils décollent et grossissent à mesure qu'ils montent. Mais à des altitudes extrêmes, le matériau du ballon ne peut pas résister à la pression et il éclate. La sonde météorologique tombe au sol. Nous ne souhaitons pas que la capsule contenant des passagers tombe. Alors Neptune ne décollera pas aussi haut, mais en cas d'urgence, elle a un parachute pour un atterrissage en toute sécurité. Il est déjà déployé et il est attaché à la corde qui va au ballon. Donc, en cas d'imprévu, le parachute s'ouvrira instantanément et la capsule commencera sa lente descente. Toute la procédure de décollage dure 2 heures et tu atteins la marque des 30 000 mètres. Dans l'histoire de l'humanité, seule une vingtaine de personnes sont montées dans la stratosphère en ballon. La capsule est suspendue dans les airs. Maintenant, toi et tous les passagers avez 2 heures pour admirer la courbure de la Terre, prendre d'interminables selfies et vous détendre. Tu peux même voir une bande bleue au-dessus de la surface de la planète. C'est notre atmosphère. Et si tu lèves les yeux, tu peux voir le plus beau ciel étoilé de ta vie. C'est parce qu'il n'y a pas de nuages ni de pollution lumineuse provenant des grandes villes à cette altitude. Et tu peux voir les étoiles dans toute leur gloire. C'est pour la même raison que nous envoyons nos télescopes à cette altitude. 2 heures se sont écoulées, c'est le moment de la descente. Cette procédure est également lente et douce. Le ballon est abaissé, la pression atmosphérique recommence à s'exercer sur lui et il rétrécit. La capsule va amérir sur l'eau. Elle est équipée d'un cône d'atterrissage situé sous elle et prévu à cet effet. Cette chose aidera à amortir l'impact sur l'eau pour que tout se passe en douceur. 2 autres heures de descente se sont écoulées. Le Neptune touche l'eau. Un bateau s'approche maintenant de la capsule. Il recueille les passagers à bord et les emmène sur la rive. Il emporte aussi la capsule elle-même pour la relancer dans la stratosphère. Mais le ballon ne peut plus être utilisé pour un nouveau voyage. Dès que les passagers touchent le sol, leur voyage est terminé. La première personne à s'élever dans la stratosphère en ballon a été le Suisse Auguste Piccard.
Il a conçu cette nacelle ronde, étanche à l'air et pouvant accueillir 2 personnes à bord. La nacelle était attachée à un énorme ballon aussi grand qu'un terrain de basket. Comme pour Neptune, le ballon était rempli d'hydrogène. En mai 1931, Auguste Piccard et Paul Kupfer ont entamé leur vol. En prenant de l'altitude, ils ont été confrontés à plusieurs problèmes. L'étanchéité de la capsule était mauvaise. L'air s'échappait de la capsule, mais ils ont réussi à résoudre le problème. Ils montaient plus haut et il faisait de plus en plus froid dehors. Mais la température à l'intérieur de la nacelle a atteint 38 degrés Celsius, car l'équipage n'a pas pu contrôler la valve d'évacuation d'air. Ils avaient donc l'impression d'être dans un désert brûlant. La nacelle d'Auguste a atteint une altitude de 15 781 mètres, seulement 5000 mètres de plus que l'altitude de croisière des avions de ligne actuels. Et 17,5 heures après le lancement, Auguste et son coéquipier ont atterri à nouveau sur le sol. Pendant ce vol, et d'autres qui ont suivi, le scientifique a collecté de nombreuses données sur le vent dans ces couches de l'atmosphère et sur les rayons cosmiques. Il a aussi été la première personne à envoyer un signal radio vers la Terre depuis une telle altitude. Plus tard, Auguste Piccard a utilisé l'idée d'une nacelle entièrement étanche pour plonger à des profondeurs extrêmes. Il a créé un bathyscaphe capable de descendre jusqu'au point le plus profond de notre planète, la fosse des Mariannes. Même si le Neptune est beaucoup plus avancé, il ne peut toujours pas voler dans l'espace. Il n'en est même pas proche. Voici le point où Auguste Piccard a pu voler, et voici l'altitude maximale du Neptune. Mais l'espace est beaucoup plus haut. Ceci est la ligne Kármán, à environ 100 km au-dessus du niveau de la mer. L'humanité considère que c'est la limite de notre planète, donc les touristes à bord de la capsule Neptune ne pourront même pas ressentir la pesanteur. Mais si tu veux devenir un touriste de l'espace et danser en apesanteur, il y a encore quelques options pour toi. Spaceship Two est un vaisseau spatial réutilisable suborbital avec équipage. Le voyage commence sur une piste normale comme un avion de ligne. Tu peux voir ici un avion original baptisé White Knight 2. Il est aussi long qu'un terrain de tennis et se compose de 2 fuselages. De ce fait, il a une envergure aussi large qu'un terrain de foot. Et notre Spaceship Two est attaché juste entre ces fuselages. White Knight 2 décolle comme un avion ordinaire et atteint une altitude d'environ 20 km. Puis, Spaceship Two se désarime et commence un vol ascendant indépendant. Ce petit vaisseau spatial a la taille d'une piscine. Il est contrôlé par 2 pilotes et transporte 6 passagers. Allumage. Le moteur de la fusée est allumé et le vaisseau spatial commence à prendre de la hauteur. Les pilotes et les passagers atteignent environ 85 600 mètres, soit presque 3 fois plus que le ballon Neptune. Les passagers peuvent alors expérimenter l'apesanteur pendant un moment. Puis, le Spaceship Two commence à atterrir. Les pilotes n'allument plus les moteurs, ils planent simplement dans les airs. Puis, le vaisseau spatial libère son train d'atterrissage et se pose sur la piste comme un avion ordinaire. Le créateur de cette entreprise, qui possède Spaceship Two, prévoit d'effectuer plus souvent de tels vols touristiques dans l'espace. Le billet pour un tel voyage commencera à 450 000 $. C'est 3 fois plus que le vol à bord du ballon Neptune. Si c'est trop pour toi, nous avons une autre option pour voler dans l'espace. Il s'agit du vaisseau spatial New Shepard. Cette chose se compose d'un module de propulsion et d'une capsule d'équipage. Il est lancé comme une fusée classique. Décollage vertical, accélération rapide et forte surcharge. Le module de propulsion aide la capsule à atteindre une vitesse d'environ 3590 km/h. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 1 heure. La fusée d'appoint est montée à une altitude de 105 mètres. À ce moment-là, la capsule de l'équipage se désarime et atteint une altitude de 107 km. Les 4 passagers à bord se sentent en apesanteur pendant plusieurs minutes. Ensuite, le véhicule de lancement redescend au sol et effectue un atterrissage contrôlé. Quelques minutes plus tard, la capsule de l'équipage entame sa descente. Elle déploie 3 parachutes pour le freinage. Quelques mètres avant de toucher le sol, la capsule fait un lancement rapide des moteurs de la fusée pour ralentir complètement et rendre l'atterrissage aussi doux que possible. Tu peux devenir un touriste de l'espace et expérimenter l'apesanteur à bord de cette fusée pour seulement 250 000 $. Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion.
Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'Aka Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link and Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers. Compte à rebours, ignition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes.
contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des 2 côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètres au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. Certains concepts de ce type de bus suggèrent même que les supports avec les roues devraient pouvoir se lever. Par exemple, pour contourner un obstacle. Si une voiture tombe en panne sur le chemin du bus surélevé, celui-ci soulèvera un support de roue, avancera et redescendra les roues sur les rails. Il fera ensuite de même avec le support arrière. De cette façon, le bus pourra se déplacer dans la ville à une vitesse d'environ 59,5 km/h. C'est plus rapide que de conduire dans un embouteillage. Les tunnels constituent une autre option pour éviter le trafic. Tu pourrais les emprunter avec ta propre voiture. Un hypothétique système de tunnels sous les grandes villes aurait plusieurs points d'entrée. Tu conduirais ta voiture sur une plateforme spéciale. Et la plateforme descendrait ensuite. Elle accélérerait dans le tunnel à 200 km/h. Tu serais capable d'aller à l'autre bout de la ville en quelques minutes seulement. La plateforme ramènerait alors ta voiture à la surface et tu continuerais à rouler jusqu'à ta destination finale. Les tunnels peuvent également représenter l'avenir des déplacements entre les villes. Il faudrait d'abord arriver à une sorte de gare. Là, tu monterais dans une capsule de passagers. Ces capsules pourraient contenir 4 à 6 passagers. Puis, elles suivraient le tunnel, s'amarreraient à un groupe de modules et se connecteraient à la capsule de transport. Des pompes spéciales aspireraient l'air du tunnel. Et la capsule de transport se déplacerait dans un vide presque total. Théoriquement, ce train serait capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles des avions commerciaux et même à la vitesse du son. Ainsi, il faudra seulement 3,5 heures pour aller de New York à Los Angeles, contre 6 heures pour un avion classique. Après avoir atteint sa destination, la capsule de transport s'ouvrirait et les modules de passagers arriveraient à station. À l'avenir, ces cabines pourraient voyager même sur les routes conventionnelles. Il te suffirait donc de commander une capsule de transport de passagers à ton domicile, comme un taxi. Ainsi, tu aurais la possibilité de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre du pays sans aucun transfert.